Bonsoir Nathalie. Bon, allez, je vais commencer. J'attendais un petit peu qu'il y ait du monde qui commence à venir. On va y aller. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Costa. Je suis auteur autopublié, auteur indépendant depuis... Ah, on est deux, bah, c'est bien. C'est un bon début, Nathalie. Je me suis replongé dans l'écriture il y a 12 ans. 12 ans, j'ai fait une formation avec un scénariste et j'ai publié mon premier roman en 2017. Et là, on en est à mon cinquième roman. Différents genres littéraires. Quand je parle de 5 romans, en fait, il y a plusieurs romans qui regroupent il y a plusieurs romans qui regroupent eux-mêmes plusieurs romans. Donc il y a Aztec, c'est une fiction historique qui est composée de 4 tomes. Il y a The Prison Experiment, qui est un roman d'anticipation qui est composé de 3 tomes. À l'ombre du monde, qui est plutôt un thriller ésotérique, un petit peu à la Da Vinci Code, qui est en 2 tomes. Et donc celui-là, qui s'appelle 2050. Voilà. Alors pourquoi 2050? Eh bien, moi, ça fait un moment, effectivement, je pense comme pas mal de personnes, comme pas mal d'entre vous, ça fait un moment que je m'intéresse au dérèglement climatique. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'informations à droite à gauche, on entend beaucoup parler. Alors, j'avais vraiment une volonté d'aller creuser un petit peu ce thème. Et, euh, et je voulais écrire une histoire qui avait trait au réchauffement climatique. Ça devait se passer dans les décennies à venir. Donc c'était de l'anticipation. Mais vraiment, le projet, c'était de faire de l'anticipation très sobre, très réaliste. Vraiment essayer d'aller chercher logiquement ce qui pourrait arriver. Et voilà, c'était mon projet. Donc j'avais pas forcément d'histoire, mais je savais que c'était dans cet univers-là que je voulais écrire une histoire. Alors j'en ai parlé à ma compagne Raquel, et elle avait envie plutôt d'une histoire avec une espionne. Elle voulait une espionne, elle voulait même une double espionne, donc quelqu'un qui est amené à se retourner contre son employeur. Et donc on s'est demandé un petit peu comment on pourrait faire pour trouver une histoire qu'on pourrait construire ensemble. Parce que le but était de construire l'histoire ensemble. Ensuite, je l'écrirais seul, mais voilà, le but c'était de la construire ensemble. Et donc, on s'est posé la question, on a dit comment est-ce qu'on peut faire. Et donc, on a commencé à réfléchir, on a brainstormé là-dessus. C'était il y a un petit peu plus de 2 ans, pendant qu'on marchait. On aime bien faire ça, aller marcher dans la nature, là, du côté de Marseille, dans les Calanques, puisqu'on habite à Marseille. Et, euh, et donc, on brainstormait en marchant. Et donc on s'est dit voilà, donc il pourrait y avoir cette espionne, ça serait intéressant. Moi c'était challenging pour moi parce que j'ai jamais écrit d'histoire avec une espionne, et vous commencez à me connaître, vous commencez à voir qu'à chaque fois j'aime bien changer de genre littéraire, de registre, de personnage, voilà. Donc on s'est dit bon, on va y avoir cette espionne, on s'est dit ça serait bien qu'il y ait un chercheur. Et donc à la base, il y avait ça, il y avait une espionne, une double espionne d'un côté, et un chercheur qui était un chercheur dans l'énergie et qui devait trouver, en fait, son but, c'était de sauver sa famille dans un contexte de crise climatique où le monde avait pas mal sombré, on va dire. Et en fait, il devait sauver sa famille et il devait trouver une solution pour nous sauver en quelque sorte, trouver une source d'énergie qui pourrait permettre de purifier l'atmosphère et de revenir à une atmosphère correcte, avec une température correcte. Et il y avait un troisième personnage qu'on surnommait Monsieur Total. Alors j'ai rien en particulier contre le président de Total, mais disons on l'appelait comme ça représentait un petit peu la grande corporation qui en gros a utilisé les énergies fossiles et a pourri le monde d'une certaine manière. Donc lui c'est un petit peu le méchant de l'histoire. Et donc l'idée c'était que l'espionne travaillait pour ce mec-là, et puis, à un moment, devait commencer à se poser des questions. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Et petit à petit, du coup, ça a évolué, puisqu'il y a eu, effectivement, il y a eu cette femme qui est restée, qui est devenue journaliste, c'est devenu Eva. Donc voilà, Eva est une journaliste, donc c'est un personnage du roman. Il y a Monsieur Total qui est devenu Monsieur Mortensen dans le roman, qui a été beaucoup plus nuancé pour le coup. Il y a le chercheur qui est devenu en fait le père de 2 enfants qui s'appellent Juan et Rocio, qui sont 2 Espagnols, 2 enfants espagnols, euh, qui ont remplacé finalement le rôle du père d'une certaine manière. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'idée est partie. Donc, je regarde un petit peu les commentaires.
un sujet de fac 2050 et ça ressemble beaucoup à ton roman, donc hyper réaliste. Donc du coup, alors j'ai regardé un petit peu, j'ai préparé un petit peu. Donc voilà, donc on voulait parler, voilà. Donc l'idée d'avoir trois personnages, ce qui est intéressant, c'est que on a trois entrées possibles dans l'univers. Donc on se place en 2050, j'essaie d'imaginer un univers qui est donc, on va dire, réaliste, même s'il est imaginaire, puisque personne ne peut savoir exactement ce qui se passera d'ici là, mais que je veux vraiment garder comme réaliste, et vraiment sobre en termes de technique. Je veux pas partir avec des... Voilà, j'ai pas imaginé des voitures volantes ou des trucs comme ça, on est resté très sobre. Il y a quand même des avancées, notamment avec Internet, il y a des avancées, bien sûr, il y a des avancées technologiques, bien sûr, mais je suis resté vraiment très sobre. Le but n'était pas du tout de partir sur la robotique, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques. Alors, on en parle un petit peu, tout ça, ça fait partie de l'univers, mais c'est vraiment pas central sur le roman. Donc les trois personnages, finalement, donc les trois personnages principaux ont évolué. Donc il y a eu, du coup, c'est ce duo qui sont les deux enfants. Donc les deux enfants qui vont devoir fuir Barcelone et traverser l'Europe, une Europe qui est complètement métamorphosée. Donc ça, c'est les enfants, c'était à la base le chercheur. Ensuite, on a la journaliste qui, elle, vit dans le nord et en fait va devoir aller voir ce qui se passe au sud. Donc il y a ensuite le troisième personnage qui a émergé, qui est venu s'imposer un petit peu de lui-même. C'est un garde-frontière qui travaille donc sur ce qui s'appelle le mur de l'eau. Et le mur de l'eau, c'est une gigantesque structure. Donc là, je ne vous spoile pas le roman puisqu'on en parle dès le premier chapitre. C'est une gigantesque structure qui partage la France en deux. Parce que dans l'univers que j'ai imaginé, la France est divisée en deux et l'Europe est divisée en deux. Ça s'explique tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de différences en gros entre ce qui risque de se passer au sud et au nord. La Méditerranée va s'assécher de plus en plus, il va y avoir une forte augmentation de température, alors que le nord, ça sera quand même, ça va rester quand même un petit peu plus frais, ça sera quand même plus protégé. Et donc ça, on le voit au sein de la France, entre, on va dire, la France méditerranéenne et le reste de la France. Et ensuite, je l'ai reporté à plus grande échelle sur l'Europe. Et donc en fait, ces trois personnages, qui est donc ce garde-frontière, cette journaliste et ses deux enfants, vont nous permettre d'avoir trois entrées dans l'histoire, trois entrées dans l'univers. Il va y avoir une entrée par le bas, ça va être les deux enfants qui eux sont vraiment sans moyens en fait, hein, ils ont presque pas de moyens, en plus c'est des enfants, donc ils n'ont pas forcément de force physique, ils vont être vraiment obligés de se débrouiller. Euh, donc on a cette entrée par le bas, on a une entrée par le haut qui est l'entrée de Eva, la journaliste, qui elle travaille pour quelqu'un qui est puissant et donc qui a, euh, on va dire, qui a des moyens et qui va découvrir le Sud. Euh, Elle a une image du Sud qui est une certaine image qu'on cultive dans le Nord, mais qui n'est pas forcément la réalité. Donc elle va se confronter à la réalité. Donc on a une approche par le haut. Et ensuite on a une approche, on va dire, par le milieu. Ça va être ce garde-frontière qui lui connaît la réalité. Donc si vous voulez, le roman c'est un petit peu il y a la réalité et la perception de la réalité. Et on a trois différentes perceptions de la réalité. On a la perception de quelqu'un qui perçoit la réalité et qui peut juger, c'est celui qui est au milieu, c'est le garde-frontière. On a quelqu'un qui vient de tout en haut, qui ne perçoit pas tout à fait la réalité telle qu'elle est sur le terrain, notamment dans le sud. Euh, et ensuite, on a quelqu'un et on a la perception de ceux qui sont vraiment dans la réalité difficile du sud. Et qui vont aller voir ce qui se passe aussi dans d'autres endroits, notamment comment ça se passe au nord. Donc on a vraiment ces trois perspectives et cette entrée dans le roman, cette entrée dans l'univers qui nous permet vraiment de faire le tour de l'univers euh, de manière tout à fait, on va dire, naturelle. Voilà. Euh, le roman en lui-même, on pourrait le décrire, donc il y aurait différentes manières de le diviser, de l'expliquer, de le structurer, sans spoiler, je précise. Thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire on peut tout à fait imaginer que dans une première partie, la thèse, ce serait un petit peu montrer comment ça se passe au sud. L'antithèse, ce serait comment ça se passe au nord. Et puis la synthèse, ça serait de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire cohabiter tout ça. Quelle est un petit peu la réponse, l'idéal un peu entre le nord et le sud. C'est un petit peu ça. Euh, alors j'ai dit que les enfants viennent de Barcelone, donc d'Espagne. Donc ça s'explique par le fait que effectivement ma femme est espagnole. Donc j'essaye de faire un petit peu des clins d'œil, j'essaye de faire un petit peu un mix sur les deux pays. Et c'est vrai que cette histoire, elle va se passer un petit peu en Espagne, beaucoup en France, bon plutôt en Europe, mais en gros elle est à cheval entre plusieurs pays et notamment la France et l'Espagne. Donc il y a deux enfants espagnols, donc eux ils sont au sud, ils sont ce qui s'appelle dans le bloc sud. Donc effectivement ils sont dans cette réalité difficile du bloc sud, du bloc méditerranéen.
On a ensuite cette femme Eva qui, elle, est dans le bloc nord, donc qui est donc notamment au début de l'histoire, elle se trouve aux îles Lofoten. Donc ça, les îles Lofoten, on s'est fait un petit peu plaisir. On a imaginé que les îles Lofoten en 2050, c'était un petit peu les Caraïbes avec l'augmentation des températures, que c'était un petit peu un endroit où tout le monde voulait aller, notamment la température de la mer et tout ça. Et ensuite, on a le personnage central, donc en France, euh, qui lui va nous parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu à la frontière entre ces deux mondes. C'est un petit peu l'idée. Euh, donc voilà un petit peu pour le décor, pourquoi on a choisi ce décor-là. Euh, alors le dérèglement climatique, pourquoi? Ben, comme je l'ai expliqué, hein, moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que je me pose beaucoup de questions. J'avais vraiment envie d'en savoir plus parce qu'on en entend parler, mais il faut vraiment commencer à approfondir un petit peu le sujet pour savoir un petit peu comment se positionner, un petit peu se faire une opinion par rapport à tout ce qui se passe. Il y a les climato-sceptiques, il y a les, on va dire, ceux qui prêchent la fin du monde dans quelques années. Bon, il fallait un petit peu voir là-dedans. Et donc vraiment, j'ai vraiment fait 2 ans de recherche, 2 ans de recherche en même temps que je faisais l'écriture. Mais en gros, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de recherche. C'est pour ça que ça m'a pris du temps ce roman, parce que il a fallu que je lise beaucoup d'articles, que je regarde beaucoup de reportages, que je lise vraiment des livres là-dessus, des manuels là-dessus, notamment que je regarde beaucoup de conférences avec différents chercheurs. Il y a beaucoup de chercheurs français qui travaillent là-dessus. Donc c'était vraiment des recherches. Et, euh, et, et donc, de ces recherches découle notamment, en fait, la volonté, c'était moi-même de me renseigner, de profiter de ce livre pour me renseigner un petit peu là-dessus, puis au moins et aussi également pour faire découvrir au lecteur. Donc, c'était un petit peu le deal. Et en fait, effectivement, au niveau des recherches, c'était vraiment très, très intéressant parce que les recherches sur le dérèglement climatique, eh bien, on va partir, on va dire, de l'actualité. On se rend très vite compte que, en fait, que le dérèglement, le surplus de CO2 dans l'atmosphère, c'est lié à l'énergie, à un problème d'énergie. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher, à vraiment me renseigner sur toutes les différentes sources d'énergie possibles, que ce soit les énergies fossiles, les énergies renouvelables, les énergies du futur. Et donc, c'est vrai que l'énergie est centrale dans le roman, puisque l'énergie, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Parce que si on arrive à trouver une énergie propre qui nous permet alors déjà de plus produire de CO2, de plus produire, on va dire, même tous les autres gaz, effectivement, le méthane, tous les autres gaz qui sont mauvais, dont on ne parle pas forcément, qui sont mauvais pour l'atmosphère, qui permettrait même de fabriquer des usines qui avalent la fumée au lieu de la recracher, par exemple, qui nous permettrait de fabriquer des rivières qui coulent vers les terres au lieu de couler vers la mer ou vers les océans. Donc qui permettrait, par exemple, d'apporter de l'eau douce dans les déserts et donc de créer des régions comme ça où on pourrait faire de la culture, on pourrait planter des prairies, des forêts grâce à ça. Donc vraiment, l'énergie, pour moi, c'est la clé. Donc vraiment, il fallait que l'énergie soit centrale. Et donc, en parlant de l'énergie, eh ben forcément, du coup, on bascule très vite dans la géopolitique et dans la politique. Donc, en gros, ces recherches ont été vraiment très intéressantes parce que c'était vraiment une ouverture sur tout. Et donc, tout ce que j'ai découvert, moi, à travers mes recherches, j'ai tout noté et j'ai essayé d'imaginer comment serait l'univers et j'ai essayé de le replacer dans l'univers, tout ce qui était pertinent, de le replacer mais pas de le replacer de manière, comment dire, un petit peu dogmatique ou didacticielle, en fait. Enfin, pas vraiment de... Essayer plutôt de le replacer vraiment dans l'univers, c'est-à-dire les personnages habitent cet univers, ils vivent dans cet univers, donc l'idée, c'est simplement, c'est de le découvrir à travers eux, de le découvrir à travers les actions qu'ils entreprennent, à travers les objets qu'ils utilisent, à travers tout ça. Et donc, il y a une question qui m'est venue à un moment. Alors, je dis bonjour, bonsoir Mélanie. Voilà, bah, n'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez commencer. Coucou Isa, bah, écoute, très bien, bienvenue. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les écrire dans le chat. Comme ça, j'enchaînerai après la présentation. Donc, l'idée, c'est de rester sur un volume assez court de vidéo, hein, d'essayer de faire une demi-heure, une grosse demi-heure à peu près, et puis voilà, pour être assez sobre, assez synthétique. Et donc, et donc toutes ces recherches m'ont permis d'imaginer un monde. Donc c'était le challenge aussi de ce livre, c'était
de créer un monde plausible en 2050. Et pour créer ce monde, ben, il y a quand même beaucoup de choses, parce qu'il y a différents pays, il y a différentes forces en présence, il y a différentes forces politiques en présence, différents dirigeants, il y a l'énergie, donc on a parlé d'énergie, il y a la technologie, il a fallu imaginer la technologie, euh, il a fallu imaginer euh, comment on en est venu entre 2050 et maintenant, trouver un chemin un petit peu pour aller de maintenant jusqu'à l'univers imaginé en 2050, qui soit quelque chose de plausible et de réaliste. Et donc, au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais imbriqué dans l'histoire de ces trois groupes de personnages, j'avais imbriqué des petites explications, des chapitres synthétiques qui ressemblaient un petit peu à une encyclopédie, un petit peu. Je m'étais inspiré de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Werber. Et l'idée, c'était de dire, voilà, bah, comment, par exemple, il y a une partie qui s'appelle la montée de l'intégrisme en Europe. Donc ça parle d'un fait réel, c'est vrai qu'il y a l'extrême droite qui monte en Europe en ce moment. Et où est-ce que ça va aboutir? Il y a eu des conséquences forcément sur ce qui se passe en 2050 dans le roman. La création du néo-euro. Donc il y a une crypto-monnaie qui a été créée par le bloc Nord à un moment. Et donc il y a toute cette histoire de la monnaie, quelles sont les différentes monnaies en Europe en 2050, comment ça fonctionne. Euh, il y a tous ces trucs-là. Et effectivement, il y a aussi, par exemple, il est question de géo-ingénierie dans le livre. Alors comment on en est venu à créer des accords de géo-ingénierie pour mettre ça en place? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place? Quelles ont été les conséquences de tout ça? Et donc en fait, tous ces chapitres, c'était vraiment une question pour moi, c'est me dire est-ce que je les laisse dans le roman? Parce que d'une certaine manière, c'était aussi pour moi m'expliquer à moi-même l'univers, ou est-ce que je les enlève? Et c'est vrai que je me suis dit en discutant avec Anaël, qui était mon prof de scénario qui m'a formé il y a 12 ans, que je salue, s'il nous regarde. Et en fait, il m'a dit, Anaël, il m'a dit, moi je privilégierais l'immersion. Et c'est vrai que j'avais remarqué que j'avais certains lecteurs, bêta-lecteurs, qui aimaient lire ces petits chapitres parce que c'était de l'explication de l'univers, c'était un peu sympa si on a un côté un petit peu intellectuel, machin. Mais d'un autre côté, il y avait d'autres personnes qui aimaient en partie, puis d'autres parties qui trouvaient que c'était un petit peu long, un petit peu répétitif. Donc j'ai préféré prendre vraiment l'essence de ces, comment dire, parce que je lis en même temps ce qui a marqué. J'ai préféré prendre l'essence de ces explications pour simplement plonger le lecteur directement dans l'univers en mettant vraiment juste les éléments importants. Donc des petits éléments par-ci par-là pour que ça fonctionne bien. Donc ça veut dire qu'en fait vous allez trouver dès le début du livre un petit laïus avant le livre qui dit que vous avez une galerie de personnages à la fin du livre qui peut permettre, si vous êtes un peu perdu, de voir à qui vous avez affaire. Et vous avez également des annexes. Et ça s'adresse à ceux qui voudront, celles et ceux qui voudront vraiment aller voir l'univers, comment il a été créé. Et donc en fin d'ouvrage, vous pourrez aller lire ces petits chapitres si ça vous intéresse, ou alors pendant la lecture, si vous vous posez une question, ah bah tiens, le Néoro, pourquoi c'est pour ça, pourquoi c'est comme ça, les Norvisa, tiens, qu'est-ce que c'est les Norvisa, comment c'est mis en place et tout. Tous ces trucs-là, vous le trouverez à la fin. Donc voilà, donc la question c'est un petit peu. Donc ça c'est un petit peu la construction du roman. Ça va, je vais pas trop vite. Voilà, donc bah, Nathalie, Mélanie, Isa, donc surtout voilà, si vous avez des histoires, allez-y. Comme ça j'embrayerai là-dessus. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Euh, Bah, je pense qu'en gros c'était voilà, en gros c'était un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir. Donc en attendant les questions, donc c'est un petit peu, voilà, pour moi, la présentation, on va dire, l'essentiel de la présentation est faite. Euh, je voulais, alors j'en profite un petit peu le temps qu'il y ait les questions qui viennent, si jamais il y a des questions, remercier du fond du cœur eh ben, toute mon équipe. Hein, on peut dire que c'est vraiment une équipe parce que vous êtes vraiment là avec moi tout le temps. Donc je pense bah, à Nathalie, hein, qui est là depuis un bon moment, qui m'a fait une correction, qui a été la première à lire le roman et qui a vraiment effectué un coup de force parce qu'elle a réussi à lire le roman. Parce que j'ai prévenu tout le monde une semaine avant la sortie, en gros. Parce que le problème, c'est qu'on a Noël qui arrive. Je voulais sortir le roman avant Noël. Donc c'était un peu compliqué. Donc Nathalie, Claire, Isa, qui ont lu le roman très très vite. Isabelle qui a lu vraiment, on va dire, qui a pris son temps pour vraiment m'expliquer un petit peu toutes les émotions, toutes les questions qu'elle avait, toutes les émotions qu'elle ressentait pendant la lecture. Ce qui était super intéressant parce que, effectivement, je pouvais voir me placer dans la peau d'un lecteur. Parce que quand on écrit une histoire au bout de 2 ans comme ça, vraiment on arrive à un moment, on n'est plus du tout critique. C'est-à-dire moi je pourrais lire 20 fois le bouquin,
je vais plus du tout voir les erreurs qu'il y a dedans. C'est impossible, j'y arrive plus. Donc j'ai vraiment besoin, et c'est pour ça que j'aimerais comment dire, insister sur ce côté travail d'équipe et vous remercier pour ça, parce que vraiment, c'est un travail d'équipe, un roman. On le voit d'ailleurs dans les grands romanciers qui sont publiés. Souvent, ils remercient énormément de gens. Des fois, c'est plusieurs dizaines de personnes. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe. On a besoin de scénariser, on a besoin d'imaginer, on a besoin de faire des recherches et de demander à des gens des informations. On a besoin de faire lire pour avoir des regards extérieurs, faire lire à plusieurs personnes, parce que tout le monde ne voit pas la même chose. Des fois, il y a des gens qui vont vous dire quelque chose, ça va être pertinent, vous allez changer quelque chose. Des fois, les gens, ils vont vous dire quelque chose, ça va vous ébranler, mais ça ne sera pas forcément pertinent. Alors peut-être vous allez le changer, vous allez le remettre comme avant, ou alors ça va vous amener encore à une troisième possibilité. Donc c'est vraiment, on a besoin de ça. Et donc voilà, donc un grand merci. Donc Isa, toi, tu as tout fait vraiment très détaillé, donc c'était vraiment très bien aussi parce que ça m'a permis de changer plein de petits trucs pour d'affiner plein de petites choses. Euh, Claire qui nous écoutera peut-être, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous écoutera peut-être à un autre moment, pareil, hein, qui m'a fait des retours niveau orthographe, niveau logique. Donc nous, c'est ça qu'on a besoin, et c'est vraiment, voilà, vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi Jean, mon ami d'enfance, qui est très pris actuellement, mais qui a quand même pu travailler sur plus de la moitié du roman, qui m'a aidé à améliorer beaucoup de chapitres. J'ai réécrit beaucoup de chapitres grâce à lui. Voilà, donc je vais arrêter avec mes remerciements. Mais voilà, sachez que vraiment, il y a toute une équipe qui travaille derrière. Il y a aussi des blogueurs, hein, comme je pense à Laetitia, par exemple, à Corinne. Enfin, voilà, il y a beaucoup de blogueurs aussi qui vont lire le récit, qui vont le partager. Et vraiment, on a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça en tant qu'auteur indépendant. On a vraiment besoin de vous. Et donc, un grand merci à tous. Voilà. Alors, Mélanie, je vais lire un petit peu ce que tu as marqué. Le nerf de la guerre reste quand même l'argent. À l'heure actuelle, je crois sincèrement qu'un infime pourcentage de personnes possédant assez d'argent pour développer ces solutions, pour réduire fortement ces gaz nocifs pour la planète, serait prêt à le mettre en jeu. Sans compter que le nombre incalculable de personnes qui se complaisent dans leur quotidien sans se soucier le moins du monde de l'après. Les consciences s'éveillent, mais tellement lentement. Est-ce que cette histoire traite de ces paramètres également? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les recherches que j'ai faites, notamment dans le domaine, on va dire, politique et géopolitique, de l'actualité proche, ça m'a permis vraiment de construire un univers que j'ai essayé de faire. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus réaliste et le plus crédible possible. Donc effectivement, j'ai essayé de traiter tout ce genre de personnes, hein, c'est-à-dire, comme vous dites, hein, les gens qui essayent de faire quelque chose, les gens qui n'y arrivent pas forcément, les gens qui pourraient faire quelque chose qui ne font pas, les gens qui font croire qu'ils font quelque chose. Parce qu'il y a aussi voilà, tout le greenwashing, il y a aussi euh, la finance verte, par exemple, la finance verte. Euh, Quand on dit, alors on va prendre un exemple, est-ce que la finance verte c'est quelque chose de positif? A priori on se dit oui c'est quelque chose de positif. Mais quand on prend la justice par exemple, et qu'on rajoute un mot à la justice, c'est plus la justice. Par exemple on va dire justice militaire. Ça nous fait un petit peu sourire la justice militaire, on se dit ah, c'est peut-être pas tant la justice que ça, voilà. Même si c'est la justice pour moi, hein, y a pas, je suis un ancien militaire donc je vais pas dire du mal de ça, mais c'est pour vous dire, voilà, donc la finance verte, elle n'est pas vraiment finance, elle n'est pas vraiment verte, enfin voilà. Donc il y a toute il y a quand même tout un système qui est mis en place avec comment dire, avec des aides financières, des incitations financières qui peuvent être détournées, qui peuvent être. Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Il y a des choses bien qui sont faites. Euh, Moi, par exemple, je ne sais pas si par exemple on parle des voitures électriques. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont pour les voitures électriques, il y en a qui sont contre. Moi, j'estime que, effectivement, une voiture électrique, si on regarde sa fabrication, il y a besoin de créer, de produire du CO2, ou même, on va dire, d'autres gaz, des gaz nocifs. On va rester plutôt peut-être sur cette idée de gaz nocif. Euh, on a besoin de créer des gaz nocifs pour sa fabrication. Ensuite, son utilisation, a priori, par rapport à une voiture essence, elle va moins produire de saleté. Mais l'électricité qui l'alimente, il sort de où? Est-ce que c'est de l'électricité propre ou pas? Alors là, on est un peu en transition. Il y a une partie de l'électricité qui peut être propre, il y a une partie qui est... Mais à un moment, il faut... Moi, je pense que c'est quand même positif parce qu'il faut quand même aller, si on allait vers le tout électrique, qu'on arrive à avoir que des sources d'énergie propres, c'est quand même le but. Donc, et pour aller à ce but-là, pour se diriger vers ce but-là, on est bien obligé de passer par des solutions qui sont transitoires. On ne peut pas tout de suite. Moi, là, je vous appelle, je suis au travail, là, je vais aller travailler dans une demi-heure, je suis à l'aéroport. À l'aéroport, il y a des parkings.
sur les parkings, il y a des panneaux solaires. Ben, j'aimerais bien, dans l'idéal, qu'il n'y ait que des voitures électriques et qu'on branche toutes les voitures en arrivant au boulot, ou même les gens qui vont voyager, qui branchent leur voiture sur les panneaux solaires, ils reviennent, la voiture elle est chargée et ça n'a pas produit de saleté, ça a été fait de manière complètement naturelle. Voilà, ce genre de choses, ce serait l'idéal. Et donc dans le roman, il y a effectivement tout ce côté la finance, il y a tout le côté politique, les choix politiques avec le pouvoir, avec le secret, avec les groupes un petit peu avec le copinage, avec la corruption, forcément, toutes ces choses-là. Euh, et il y a également toute la partie technique. Donc savoir l'énergie, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec vers quoi on va aller avec l'énergie, quelles sont les possibilités, et avec la nature, revenir à la nature. Je pense vraiment que la solution, il y a beaucoup de solutions qui sont dans la nature. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de solutions possibles. Euh, donc voilà. Euh, ok Nathalie, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir été là parce que je sais que tu es malade, donc c'était vraiment très gentil d'être avec nous. Donc à bientôt. Isaac qui me dit, moi j'ai bicarburant, diesel et GPL. Ben voilà, hein, de toute façon après chacun trouve un petit peu, fait un petit peu comme il peut, selon ses possibilités, ses contraintes, euh, ses finances. On fait un peu comme on peut. On peut pas non plus tout de suite tout switcher sur un truc qui serait super propre pour tout le monde, quoi. Euh, Voilà, donc bah, je vois que j'ai pas d'autres questions. Alors je me rends compte que j'ai pas forcément très bien partagé ce live, donc on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui sont là ce soir. Mais c'est pas grave, l'important c'était quand même de se retrouver un peu tous ensemble, de faire un point. Euh, Si jamais Isa, tu as encore des questions, n'hésite pas. Euh, pour finir, pour conclure d'une certaine manière. Ah, Mélanie qui nous dit une électrique, ah bah, très bien. 75 km d'autonomie, bah, parfait. Parfait pour aller au boulot, revenir. Et c'est vrai que voilà, tout ce qu'on peut faire à pied, tout ce qu'on peut faire à vélo, c'est génial. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaie de faire passer dans ce roman. Dans ce roman, il y a beaucoup de valeurs. Il y a notamment alors, j'ai pas envie de vous spoiler le roman, mais on va dire, il y a vraiment la thématique de la vérité, de la liberté, notamment par rapport à Eva qui est journaliste. Les médias. Alors les médias, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils disent pas, qu'est-ce qu'ils présentent pas. On peut tout à fait imaginer que les médias euh, qui sont dépendants plus ou moins de certains, on va dire, de certains États qui leur versent quand même des subventions. Là, je parle des grands médias. Euh, Ils sont dépendants également, bah, s'ils appartiennent à des grands groupes, ils sont quand même privés, ils ne sont pas forcément totalement indépendants. Donc il y a vraiment toutes ces questions-là, les médias. Euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais je vais raccrocher. Le sujet est tellement vaste aussi dans ce domaine, ça a dû être difficile de condenser tout ça. C'est très pertinent, effectivement, Mélanie, ce que tu dis. C'est très pertinent parce que effectivement, j'ai vu les différents romans qui sont faits un petit peu, qui traitent un petit peu du dérèglement climatique. Je suis allé vraiment voir un petit peu ce qui s'était fait, quelles étaient les histoires. J'ai vraiment eu cette démarche d'aller voir un petit peu les commentaires les commentaires un peu des lecteurs pour savoir ce que aimaient les lecteurs, ce qu'ils aimaient pas. Et je voulais pas tomber dans un roman qui était vraiment noir, qui était vraiment triste, parce que c'est un sujet qui est difficile, qui nous touche tous, qui touche nos enfants. Donc ça peut être un sujet qui fait peur. Et je voulais pas tomber là-dessus. C'est pour ça que je voulais vraiment rester très neutre et garder quand même de l'espoir, de la joie. C'est toujours un petit peu, voilà, il y a toujours des possibilités parce que la connaissance humaine est infinie. Donc même si on a des problèmes un petit peu peut-être comment dire, au niveau de l'énergie, l'énergie, on se dit, tiens, bah, il y a certaines matières qui sont finies. Oui, il y a certaines matières qui sont finies, mais la connaissance, elle est infinie. Donc on peut toujours trouver des nouvelles possibilités pour trouver de l'énergie, pour fournir de l'énergie, pour créer des nouvelles machines, des nouveaux objets. On peut toujours trouver des trucs comme ça. Donc moi, je suis vraiment... Ce livre est un livre optimiste, clairement. Il est optimiste sur l'homme, sur ce qu'est capable de faire l'homme, même s'il peut se tromper pendant longtemps. Il peut aussi à un moment comprendre ses erreurs, changer, se transformer, trouver des solutions. C'est un roman qui est optimiste sur l'homme, sur l'univers lui-même du roman. Et c'est vrai que oui, donc ta question, Mélanie, ta remarque, c'était un petit peu sur le fait que le sujet est vaste. Oui, j'ai constaté vraiment que les livres qui sont faits là-dessus sont des livres qui sont plutôt des gros livres,
où les auteurs essayent de mettre un petit peu tout, parce on a tendance à vouloir mettre un peu tout ce qu'on a cherché. On ne veut pas avoir cherché pour rien, et puis ça fait sens aussi, parce que quand on cherche dans différents domaines, qu'on crée un univers, c'est vrai on a tendance à parler de toutes les facettes de l'univers. Moi, j'ai vraiment essayé de rester très très sobre, comme je disais, et de vraiment rester sur une. C'est pour ça que je suis content d'avoir vraiment travaillé avec un scénariste pour avoir une ligne vraiment de conduite à suivre, une ligne à suivre, pour pas m'éparpiller dans tous les sens. Donc j'ai vraiment, alors ça, le lecteur est seul juge, hein, vous verrez un petit peu ce que ça donne, si ce roman vous intéresse, c'est ce que j'espère. Mais c'est vraiment, on va dire, le but, c'est de rester centré sur l'important, sur le message du roman, ce que vivent les personnages, toutes les étapes par lesquelles ils vont passer pour apprendre, pour avancer, pour arriver à leurs objectifs ou pas. Et ça va vraiment être ça. Et ensuite, tout le reste à côté, bah, ça va être un petit peu, ça va enrichir. C'est important parce qu'il faut comprendre et puis il faut que tout l'univers ait un sens. Mais c'est pas l'essentiel. Donc voilà, ça peut te rassurer. Vraiment, il y a eu un choix qui a été fait de rester centré sur quelque chose. C'est pas du tout, tout est pensé en fait. Vraiment, tout est pensé. On peut pas se permettre de laisser des choses au hasard. De toute façon, dans un roman, de manière générale. Voilà, bah, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, ça fait 32 minutes, donc j'ai un petit peu dépassé ce que je pensais faire. Pour finir, eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez envie de découvrir ce roman. J'espère que vous aurez envie de le faire découvrir à vos proches ou à vos amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en parler autour de vous. Merci Mélanie, je pense le lire pour le côté optimiste et pour toute la recherche. Oui, bah écoute, merci beaucoup Mélanie. Comme je disais, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment apprendre et puis en même temps permettre de faire passer un certain nombre de connaissances, mais de manière divertissante. Voilà, c'est sans saouler les gens, mais je pense que c'est toujours bien quand on se divertit d'apprendre des choses ou de réfléchir, de faire réfléchir sur différents sujets. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Si jamais vous lisez le roman et qu'il vous plaît, ce que j'espère, j'ai senti que Isa était emballée à la fin du roman, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai reçu la fin de ses corrections. Tu me diras, Isa, ce que t'en as pensé, parce que j'ai l'impression qu'à la fin, t'arrêtais plus là, donc c'est cool. J'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de connaître un petit peu votre ressenti sur ce roman. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, notamment sur Amazon, parce qu'il n'y a rien de tel pour nous aider à faire connaître nos romans, d'avoir des commentaires. Et c'est vraiment, si vous voulez nous faire un cadeau, c'est vraiment nous laisser un petit commentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. Voilà. Et puis, bah, au plaisir de tous vous revoir, au plaisir de vous revoir pour le prochain. Je suis déjà parti sur le prochain, là. Je ne peux pas trop vous en parler pour l'heure, mais on va dire peut-être je peux vous lâcher un petit truc. A priori, ça se passera dans la montagne, euh, pendant une tempête de neige, dans les années 1880, dans un univers un petit peu carpate, on va dire, avec un refuge assez étrange, dans lequel il se passe des choses assez étranges, et donc avec un voyageur ou un groupe de voyageurs qui arrive dans ce refuge et qui se voit... qui découvre vraiment un refuge qui semble normal a priori, et puis qui se retrouve bloqué là-dedans, et puis qui finalement va devoir faire face à l'imprévu, on va dire. Et donc voilà, donc ça va être un roman qui va être vraiment... enfin, je suis très emballé parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et c'est pareil, ça va soulever des... Ça va être beaucoup plus, comment dire, je sais pas comment dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui... je reviens à mes premières amours un petit peu. Le fantastique, les choses comme ça. Voilà. Je vous en dirai plus prochainement, j'espère. En attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Mélanie, Isa, Nathalie et tous ceux qui ont été là pour cette vidéo et tous ceux qui vont le voir en replay. Euh, et puis, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.